8h44, nous sommes en direct sur Direct Marché. Nous accueillons Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Très bonne année. Vous également, bonne année à tous. Alors, on va faire un récapitulatif de l'année 2014. Les marchés ont été plutôt mouvementés, ont été marqués notamment par plusieurs thématiques. Globalement, la hausse des marchés américains, l'euro-dollar qui n'en finit pas de baisser, le pétrole également qui depuis le mi-2014 a fortement dégringolé également, le conflit russo-ukrainien également qui a fortement marqué les marchés. La politique de la BCE, c'est vrai que ça a été un petit peu le marronnier des derniers mois, savoir est-ce qu'on allait avoir un QE. Bon, là ça devrait se préciser. Les élections grecques fin 2014 et encore la hausse de l'indice japonais et l'échec des Abenomics. Ça a été un petit peu tous les éléments qui ont marqué l'année 2014. De votre côté, quels ont été les éléments qui vous ont le plus marqué? Alors écoutez, c'est un assez bon résumé de la situation. Ce qui est assez... je pense que ce qui a marqué dans ce qu'on peut dire d'un point de vue strictement corrélatif et qui peut nous intéresser nous en termes d'évolution boursière, il y a effectivement ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce clivage qui a été plus marqué cette année entre l'Europe et les États-Unis. Je parle là au niveau des indices, puisqu'effectivement le CAC finit l'année 2014 quasiment stable, puisque même un peu en léger repli, par rapport à 2014. En léger repli, alors que si vous regardez un petit peu le panel américain, c'est-à-dire le Dow Jones, lui, qui est l'indice qui est quand même industriel, c'est un indice traditionnel aux États-Unis. On le conserve juste parce que c'est le plus vieil indice, etc. Mais c'est loin d'être le plus représentatif, qui lui a quand même pris 7%, tandis que le S&P, qui est quand même plus important et surveillé, a pris plus de 11%, et que le Nasdaq, donc les valeurs technologiques, a pris 18%. Donc on a déjà un gros clivage de ce côté-là. On peut même signaler un petit clivage entre la France et l'Allemagne, par exemple, en Europe, parce que le DAX a pris pas loin de 3% sur cette année. Bon. Mais ça c'est aussi beaucoup dû à la divergence entre les politiques monétaires et des banques centrales. Complètement. Parce que la Fed donc, a terminé sa politique d'assouplissement quantitatif et donc va relever ses taux en mi-2015. Donc forcément, ça porte aussi les marchés. Et nous, on attend ce fameux quantitative easing qui tarde à venir. Oui, alors bon, ça c'est effectivement, vous avez parlé de marronnier, c'est très juste. Il y a plusieurs éléments à surveiller là début 2015. Il y a qui rejoignent un peu tout ce que vous avez dit. Il y a toujours cette crise ukrainienne qui n'a pas encore donné de solution vraiment palpable. Il y a une réunion qui va avoir lieu le 15 janvier là, entre les principaux dirigeants russes. Et il y a également, en parallèle à ça finalement, il y a la chute du rouble et la crise monétaire russe qui est directement due, comme vous l'avez dit, donc vous voyez comme tout se rejoint à la chute du pétrole, parce que la Russie est quand même assez impactée sur les cours du pétrole. Le pétrole qui effectivement s'est littéralement cassé la figure cette année. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est parce que fin 2014 on disait voilà, on est arrivé à 60 $, c'est un petit peu le niveau plancher, ça va repartir parce que voilà, les membres de l'OPEP vont revenir quand même à des décisions plus raisonnables et puis les investisseurs vont être rassurés et en fait pas du tout, ça continue de baisser. Oui. Alors il faut se méfier de ces choses-là parce qu'en fait on remarque une chose de plus en plus ces dernières années, j'allais dire presque ces dernières décennies, c'est que les mêmes causes n'ont plus les mêmes effets et que parfois on a des raisonnements en se disant on a vu des banques centrales hausser les taux et faire monter les marchés, on a vu des banques centrales baisser des taux et faire quand même baisser des marchés, on a vu la France perdre son triple A et un CAC qui a pris 2% le lendemain. Donc enfin il faut faire très attention parce que maintenant l'ératisme est tel que on peut plus raisonner toujours de cette façon-là. Le pétrole, on en a parlé plusieurs fois le matin ensemble, notamment avec Antoine, je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un véritable signe de retournement, bon, pour l'instant, je n'y touche pas. Maintenant, je vais vous le dire pour un peu une anecdote de la vie de tous les jours. J'ai fait mon plein récemment à pas loin d'1 € le litre, quoi. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remarqué ce genre de considération-là, d'un point de vue même directement, je veux dire, qui peuvent toucher la vie de tous les usagers qui ont un jour besoin de. Maintenant. Oui, sur le pétrole, on arrive quand même pratiquement à des niveaux proches de 2008. C'était la crise financière, c'était aussi donc l'effondrement des cours du pétrole avec les pays, les pétro-monarchiques qui avaient pris à leur compte vraiment toute cette chute. Là aujourd'hui, elles ont dit qu'elles n'allaient pas prendre à leur compte cette chute de l'or noir. Pourtant, ça baisse. Qu'est-ce que votre analyse Alors, mon analyse sur le pétrole, elle peut en effrayer certains ou donner de l'espoir à d'autres, j'en sais rien. Mais graphiquement, si vous voulez, dans ma théorie, ma discipline, si vous regardez les cours du pétrole, la baisse actuelle et un graphe sur le plus long terme, pour moi, il n'y a rien aujourd'hui qui donnerait
une possibilité de rebond. Je parle de rebond retournement, hein, pas de rebond technique intermédiaire qui aura certainement lieu à un moment, mais de retournement haussier sur le pétrole avant les 30-35 dollars le baril. Donc ça veut dire que oui, là je parle d'un point de vue graphique théorique, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça ne veut pas dire que la théorie, Dieu merci, est toujours appliquée au centime près d'ailleurs, mais de temps en temps, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Je ne sais pas, on verra au fil de cette année, où est-ce qu'on en sera dans 6 mois, même si 6 mois ça me semble être encore un peu tôt, parce que, comme je vous l'ai dit, quand on vient de 111, 115 dollars et qu'on tombe à 60, on peut très bien rebondir jusqu'à 80 dollars le baril sans pour autant générer un retournement haussier. D'accord. Donc voilà. Donc vous êtes plutôt sur une tendance baissière quand même toujours du pétrole. Oui, achat d'un rebond dès qu'il aura lieu avec une véritable... Je pense que la stratégie c'est ça, pour l'instant ne pas bouger, sauf comme je l'ai dit, si on est en pause à la baisse, évidemment on conserve, mais sinon ne pas bouger, attendre un vrai signal de retournement possible, de rebond possible, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être un rebond de 3-4% pour après jouer 15%, 15-20% à prendre à la hausse, et après à ce moment-là ne pas s'emballer trop vite dans le sens haussier. Ouais. Autre facteur qui a marqué les marchés, c'est l'euro-dollar. Hein. L'euro-dollar qui est passé donc sous les barres, la barre symbolique des 1,20. Là on est à nouveau à peu près proche des 1,20, on est remonté un petit peu. Bon, c'est quand même un niveau très bas. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a rien qui pourrait faire remonter finalement l'euro, hein, le dollar va rester fort encore? Justement, voilà. Alors d'abord encore des corrélations Europe-États-Unis qui se traduit par une chute de l'euro-dollar, donc un retour en force du dollar finalement, hein, qui revient sous les 1,20 comme vous l'avez dit. À noter d'un point de vue graphique pur quelque chose d'intéressant, comme on parlait du pétrole juste avant, ce sont deux sous-jacents qui ont, d'un point de vue technique, hein, j'entends bien, des configurations qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire une chute comme ça sans appel, assez violente, et ces niveaux des 1,20, 1,22 au départ, puis 1,20 par la suite, c'était des niveaux qui étaient prévisibles techniquement, on en parlait même avec Antoine chez vous tous les lundis matins. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'analyse graphique peut avoir des effets... voilà. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'à 1 euro? Revenir à la parité, j'ai pas le graphique en tête, ça me semble un peu bas quand même sur ce module-là. Il va falloir voir aussi ce qui va se passer d'un point de vue conjoncturel, parce que si on revient à ce niveau-là, ça veut dire qu'on peut rentrer dans une phase, comme on en a de temps en temps, on en a toujours eu des décalages où on va avoir des États-Unis qui vont marquer la différence encore plus nettement avec l'Europe, et effectivement ce risque déflationniste en Europe qui est toujours au-dessus de nos têtes. Voilà. Il y a autre chose aussi dont je voulais vous parler d'assez intéressant qui se passe en ce moment sur les marchés. Vous parliez de la BCE et de ces quantitative easing, en répétition. Donc quantitative easing, en gros, pour donner une image symbolique, c'est la politique de la planche à billets, hein, d'accord. Mario Draghi a d'ailleurs dit qu'il allait devoir faire un gros programme de quantitative easing, injecter donc beaucoup de liquidités. Là maintenant sur les marchés, il se passe des choses qu'on constate sur ces dernières années. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007, en été 2007 avec la crise du subprime. En fait, les marchés étaient un peu tirés à la hausse de façon que nous, on a tendance, les économistes ont tendance à expliquer comme artificielle, c'est-à-dire effectivement des politiques de planche à billets parfois. Là, en l'occurrence, c'était des octrois d'emprunts immobiliers aux États-Unis un peu trop faciles. Et finalement, ça donne lieu à des bulles, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus tirer artificiellement cette économie et ça explose. Aujourd'hui, les deux choses sont intéressantes. Est-ce qu'on a l'impression où on est dans ce même type de configuration, c'est-à-dire qu'on est en train de tirer un peu artificiellement les marchés à la hausse, alors on rentre dans une bulle là, selon vous? Alors justement, la question qui moi m'interpelle. Les marchés européens sont loin d'être dans une bulle là, quand même. Oui, alors non, ils sont loin d'être dans une bulle. Ils sont quand même en train de monter. Les indices continuent de monter, alors que la conjoncture reste mauvaise. C'est ça que moi j'ai tendance à appeler une bulle. Si vous regardez l'évolution des indices, des principaux indices ces dernières années, vous avez d'un côté des indices qui montent et qui font des plus hauts, la plupart, et à côté de ça, vous avez une économie en branle, vous avez un emploi qui va pas bien, vous avez des dettes, vous avez des crises financières, vous avez des crises géopolitiques, donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie décorrélation. Maintenant, moi, la question qui m'interpelle, c'est qu'en général, on a toujours tendance à
à fuir les consensus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens craignent cette bulle et ce retournement. Est-ce que c'est possible? La question qui va se poser là, cette année, ça va être, est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, on soit capable de retirer les marchés à la hausse véritablement? C'est-à-dire plus uniquement de façon artificielle, mais que finalement, le réel rattrape l'artificiel et qu'on arrive à... Ça, c'est la question que moi, je me poserais. Vous avez la réponse? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Ça serait un peu trop facile pour... Là, je regarde juste que moi, ce qui m'intéresse, que je travaille aujourd'hui en tout cas en France et en grande partie sur le marché français. Le CAC a eu un premier semestre 2014 haussier, légèrement haussier, mais haussier quand même, et un second semestre baissier. Et il est revenu pratiquement, comme on l'a dit en début d'interview, à égalité avec son cours de départ. Ça prouve bien que la tendance n'est pas marquée, qu'on ne sait toujours pas véritablement où on en est, que les niveaux de 4005, 4006 à la hausse, qui étaient des résistances importantes, ont quand même tenu, mais que ce canal de long terme tient également à la baisse. Donc aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans mon analyse annuelle que je fais en début d'année chaque année, hier, je pense effectivement qu'il vaut mieux rester malgré tout haussier de façon prudente, avec une marge relativement faible quand même à la hausse, et surveiller ce fameux canal qui pourrait engendrer une année baissière s'il venait à être véritablement enfoncé. Ouais. Donc vous êtes quand même positif sur les actions? Je vais vous dire, je suis prudent parce que je regarde la réalité, mais d'un autre côté, ça fait depuis des années qu'on me dit que la réalité est mauvaise et que les marchés montent, donc je ne vais pas aller contre le vent, comme on dit, et je vais continuer pour l'instant. Je préfère encore essayer de jouer cette hausse aussi artificielle soit-elle, plutôt que d'anticiper un retournement que tout le monde essaie d'anticiper et de se casser la figure ou de prendre, comme on appelle chez nous, les portes de saloon, à savoir les retournements incessants qui peuvent avoir lieu et qu'on prend dans les deux sens. Donc prudence sur les marchés, en raison, si on regarde seulement le côté conjoncturel, mais c'est vrai si on regarde en effet l'évolution des marchés, que ce soit américains ou même européens, on est sur des hausses des indices et donc, tout à fait. Donc plutôt continuer sur la tendance haussière donc des marchés. Pour l'instant, rester dans le vent comme on fait quand on est en mer, par exemple. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc fondateur de Daguerre Trading. On vous retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez rester avec moi puisque on fera le focus sur le CAC 40 avec vous. On va passer tout de suite au point turbo.